71 71 ou le 96 61 58 58. Bienvenue dans le débat de Nana FM. Voilà Megapo, merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez très brièvement nous rappeler les grandes étapes de l'évolution des droits de l'homme au Togo? Merci beaucoup, mais avant d'en arriver là, je voudrais d'abord présenter ma solidarité et ma compassion aux victimes de l'agression barbare commise le dimanche contre des manifestants, des élus et aussi des militants et activistes civiques et politiques au siège de CDPA. C'est un acte ignoble, répréhensible et incompréhensible. Et donc je présente prompte guérison aux blessés de cet événement. Et donc par rapport à la question, il faut noter qu'avant l'indépendance du Togo, il y a déjà le multipartisme qui avait été consacré. La lutte pour l'indépendance s'était faite dans un cadre de pluralisme politique. Mais après les indépendances et surtout les deux coups d'État de 63 et de 67, on est revenu à une restriction de l'espace politique et civique avec la création du parti-État. Vous vous en souvenez de l'appel historique de Palimé, de 30 août de Palimé, puis le 30 novembre 1969 fut créé le défunt parti RPT, le Rassemblement du peuple togolais. Et donc de cette date jusqu'à 85, nous avons vécu dans une sorte de monolithisme politique et de restrictions poussées de l'espace civique. C'est en 1986, avec la création de la Commission nationale des droits de l'homme, le 21 octobre 1986, que les actions décisives ont été engagées pour réouvrir l'espace des libertés individuelles et collectives, les libertés d'association et aussi les libertés politiques. C'est pour ça que l'honneur a toujours été donné à Maître Albouibo, qui était pionnier de cet événement. Le 5 octobre 1990, nous avons assisté à la mobilisation de la jeunesse togolaise pour exiger la démocratie, les libertés, le multipartisme et plus d'espace d'expression pour les citoyens. Et c'est ce qui avait conduit à la conférence nationale, puis notre constitution qui a été adoptée et promulguée le 14 octobre 1992 a été le socle qui a consacré les libertés fondamentales. Et donc, au fur des ans, nous avons remarqué que la législation nationale a consacré un certain nombre de libertés. Liberté de presse, la décriminalisation ou dépénalisation du délit de presse. Il y a également les libertés locales avec la décentralisation qui a été reconnue. Il y a plusieurs tests qui ont encadré la liberté associative, mais dans la pratique, il y a un contraste. On a l'impression qu'au-delà des tests, les autorités administratives qui devraient promouvoir et protéger ces libertés ont du mal à appliquer convenablement les dispositions des tests. On va y revenir. Tout d'abord, merci infiniment pour nous avoir fait revisiter l'histoire en matière d'évolution des droits de l'homme en si peu de temps. Et nous allons revenir donc d'abord sur les textes qui régissent la liberté d'expression et le droit de manifestation au Togo. Pour planter le décor. Oui, d'abord, c'est la constitution togolaise, la constitution de la 4e République ou la constitution de la 5e République. Permettez que j'évoque les deux, puisque nous sommes à cheval entre les deux constitutions dans cette phase de transition. On consacrait la liberté d'expression, la liberté de manifestation et de réunion, et la liberté d'opinion comme étant des droits fondamentaux de l'individu, du peuple togolais, et ces droits sont inaliénables.
ces droits sont indivisibles, ils sont considérés comme des droits universels. Parce que nos constitutions, les deux constitutions, déjà dans leur préambule, tirent substance des instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais également le pacte international pour les droits civils et politiques. Et pour le pacte, par exemple, dont en substance nos constitutions s'étaient inspirées, il est clairement dit que nul ne peut être inquiété pour ses opinions, que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir, de répandre de l'information et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de choix. L'exercice des libertés prévues comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires au respect des droits et de la réputation d'autrui, à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé et de la moralité publique. Et donc, c'est en substance ce que nos différents textes ont repris. Et donc, la loi sur les manifestations publiques pacifiques de 2011, qui a été révisée en 2019, consacre justement ces principes. Il y a également la loi sur la sécurité intérieure, qui a été adoptée la même année, qui renforce également la protection des espaces d'expression des libertés de manifestation, mais aussi d'association et d'exercice des activités politiques. Nous avons également d'autres instruments comme la loi sur la communication et la liberté de la presse. Nous avons les lois qui portent sur la cybersécurité et la cybercriminalité, qui sont en substance des tests qui recadrent le champ d'expression et le champ d'exercice de ces libertés. Et donc, ce sont des lois fondamentales. Ce que nous pourrons dire, et certainement nous reviendrons en détail, c'est que, ces lois sont faiblement vulgarisées. On a l'impression qu'elles sont évoquées que lorsque il y a une atteinte sérieuse ou grave ou une violation de ces droits. En principe, ces lois devraient être suffisamment vulgarisées dans plusieurs langues pour que l'individu, le citoyen togolais, qui jouit de ces droits, puisse comprendre la portée de ces droits. Et qui devrait prendre cette initiative pour vulgariser les textes. Disons que l'initiative doit appartenir d'abord aux autorités publiques, parce que ce sont elles qui sont garantes de ces libertés, et ces autorités pourraient être accompagnées par les acteurs politiques qui ont également mandat à pouvoir éduquer et former politiquement et de manière civique les citoyens, puis les organisations de la société civile pourraient accompagner. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de frontière entre les autorités publiques d'une part et les organisations à caractère politique et associatif d'autre part. Et donc, sans que ce mur de verre n'est pas brisé, il serait donc impossible que les acteurs clés que je viens de citer puissent travailler en synergie pour promouvoir ces droits. L'autre limite à apporter, c'est le manque des tests d'application. On remarque que les dispositions sont d'ordre général, mais ça manque certaines spécificités. Justement, à l'heure actuelle, quelle est votre appréciation de la liberté d'expression et du droit de manifestation au Togo? J'ai de sérieuses appréhensions par rapport à la liberté d'expression et liberté de manifestation pacifique et de réunion pacifique au Togo. Nous avons des faits qui sont têtus et qui montrent que les autorités qui devraient protéger les citoyens dans l'exercice de ces droits s'en prennent plutôt aux organisateurs de ces manifestations ou aux participants à ces manifestations et à ces réunions.
Parce que les libertés, lorsqu'on les appelle les libertés, c'est un droit. Leur restriction ne peut être soumise qu'aux seules conditions de l'ordre public, de la sécurité, à la fois sécurité publique et sécurité sanitaire, et aussi au nom de la moralité. Et ce sont des concepts qui peuvent être compris. Et donc, pour motiver l'interdiction d'une manifestation ou la restriction des espaces d'expression, pour ces motifs-là, il va falloir qu'il y ait un exposé des motifs clairs de l'autorité publique. Cet exposé pourrait être attaquable auprès des juridictions et l'ensemble des entités devraient fonctionner convenablement. Parce que lorsque nous parlons de liberté de manifestation, c'est au même titre que le droit à la vie. Et donc, imaginez-vous que la loi, surtout la loi fondamentale, les instruments internationaux et d'autres lois déclarent la protection de la vie humaine. Et que les gens impunément vous disent non, mais nous pourrons restreindre votre espérance de vie, nous pourrons attenter à votre vie sans que rien ne soit fait. Et donc, c'est au même titre, ce n'est pas quand il y aura mort d'homme. Et d'ailleurs, les restrictions de manifestations, de réunions pacifiques conduisent à des abus, à des violations qui portent atteinte à d'autres droits, notamment le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique. Et nous l'avons vu le dimanche avec les manifestations qui ont été perturbées et où les gens coulaient leur sang. Et donc, ce sont des droits qui sont entremêlés. C'est pour ça que dans les instruments internationaux, on dit que ces droits sont indivisibles. Ces droits s'imposent, ils existaient même avant nos institutions, puisqu'ils sont inhérents à la personne humaine. Ce sont les hommes qui ont créé les institutions. Et on dit que ces droits-là existaient avant même les hommes. Ils sont inhérents à l'individu. Et donc, c'est important de comprendre la portée. Et c'est pour ça que parfois, je me dis, est-ce que les autorités qui sont en charge d'encadrer, de protéger ces droits, comprennent la portée de leur mission? C'est un peu comme la liberté de circulation. Je donne cet autre exemple pour que l'opinion puisse comprendre. On a dit nous sommes libres de circuler. Et lorsque nous prenons la circulation routière, elle est garantie et encadrée par le code routier, mais aussi avec des symboles, des signes, comme le feu tricolore que nous devons respecter. Il peut arriver que l'officier de police routier puisse à un moment donné décider de ne pas respecter le feu tricolore, de laisser certaines personnes dont le feu est rouge passer et de bloquer d'autres dont le feu est vert pour la circulation, ou de ne même pas du tout respecter la circulation. Dans ce cas de figure, l'autorité agit dans le seul intérêt des usagers. Ça veut dire qu'elle reconnaît la liberté qui est consacrée aux usagers de la route, mais trouve que peut-être aux heures de pointe, pour faciliter la circulation et donner de l'équité dans la jouissance de cette liberté, on peut par exemple passer outre. Et quand il le fait en bon père de famille et en bonne intelligence, il est aisé, puisque la raison, c'est ce que nous partageons, que les usagers comprennent que l'autorité agit pour l'intérêt des usagers et ça passe. Mais ce que nous remarquons au niveau des manifestations pacifiques, des réunions pacifiques, surtout lorsque ces réunions sont portées par les partis politiques et par les associations, les autorités ne sont pas animées du même esprit. De venir, de protéger les manifestants, de protéger les participants à ces réunions, de protéger les organisateurs, d'aller en dialogue avec eux lorsque il y a des risques perceptibles qu'il faudrait anticiper, prévenir et faire en sorte que ce droit et ces libertés soient jouis avec satisfaction totale des citoyens. Et donc, il faut donc comprendre que les restrictions prévues par la loi sont dans l'intérêt des citoyens en réalité. En réalité, c'est pour protéger les citoyens, c'est pour protéger d'autres personnes. Parce que lorsque nous jouissons de nos libertés, il peut arriver que nous rentrions dans la sphère, dans le périmètre des libertés d'autrui.
Et donc, la jouissance de nos libertés ne devrait pas empêcher d'autres de jouir. Et c'est pour ça que la police administrative, la gendarmerie, donc, qui fait office également de la police administrative quand il faut, et l'autorité administrative est là pour analyser, pour anticiper, parce qu'elle dispose des prérogatives de la puissance publique, des moyens que les Togolais leur ont donnés à travers nos taxes, nos impôts, pour pouvoir protéger, pour pouvoir faciliter l'exercice de ces réunions. Et donc, lorsque les mesures sont prises et que les demandeurs ou les organisateurs de ces manifestations comprennent que l'approche de l'autorité, ce n'est pas pour restreindre ces libertés, mais c'est plutôt pour préserver leur propre intérêt, mais aussi des intérêts supérieurs, qui sont les intérêts de la nation, de l'ordre public, de la sécurité et de la moralité, mais ils vont se soumettre. Et donc, à vous entendre dans la pratique, ces lois ne sont pas appliquées dans les règles de l'art, les lois sur les manifestations. Alors, que peut-on reprocher justement à l'application des textes sur les manifestations au Togo? J'avais déjà évoqué le fait que les textes sont méconnus. Deuxième chose, il est important de comprendre la motivation de l'autorité publique. Parce qu'au niveau de la puissance publique, il y a deux volets dans la protection des libertés et des droits fondamentaux. Il y a le volet administratif, donc, qui est assuré par l'État avec ses services déconcentrés ou décentralisés, mais il y a également la protection de ces droits et libertés par le pouvoir judiciaire. Et donc, nous avons l'impression au Togo que la séparation entre ces deux pouvoirs n'est pas suffisamment étanche et que l'indépendance de la justice pourrait être remise en cause. D'ailleurs, il n'y a pas suffisamment de moyens donnés à la justice pour pouvoir répondre à ces préoccupations, puisque lorsqu'une manifestation, une réunion est interdite, l'autorité est obligée de notifier cette interdiction aux intéressés au moins 48 heures avant la manifestation. Ces derniers peuvent saisir en même temps le juge administratif qui devrait statuer en urgence. Et donc, ça permet alors aux organisateurs d'être situés. L'interdiction par une autorité ne veut pas dire une interdiction définitive. Ou le fait de demander d'ajourner ne veut pas dire que l'ajournement est automatique. Encore faut-il que le juge des libertés s'en saisisse. Et donc, au Togo, on a l'impression que ça ne marche pas convenablement. La deuxième chose, c'est que nous n'avons pas d'espace pour nous approprier justement ces droits et libertés. Aujourd'hui, lorsque moi, en tant que responsable d'organisation de la société civile, je voudrais organiser, par exemple, de réunions de campagne de sensibilisation pour informer mes compatriotes sur ces lois, leur portée, leur applicabilité, je serais suspecté. Il y a plutôt un risque que les autorités m'empêchent de tenir cette réunion. Ça fait que le débat d'idées semble quitter le champ politique et le champ civique togolais. Et tant qu'il n'y a pas de débat d'idées, nous plongeons dans l'ignorance. Et les ignorants, comme d'autres personnes l'ont dit, s'attachent tellement aux faits et aux événements, s'attachent aux personnes, aux individus, et ne vont pas dans le champ des idées, ce qui pourrait être productif, ce qui pourrait être fructueux, ce qui pourrait tirer le pays vers l'euro. C'est pour ça que nous remarquons qu'il y a de manière récurrente de la violence dans l'espace public, parce qu'on ne donne pas le temps et l'occasion aux Togolais de se parler entre eux, d'être éduqués sur la jouissance de nos droits et le fait de respecter les limites et les garde-fous qui sont posés par la loi pour que cette jouissance-là ne porte pas atteinte à d'autres citoyens, mais aussi à l'ordre public au niveau du pays. Alors, en un mot, à l'analyse des réponses que le gouvernement apporte aux organisateurs qui lui notifient leur intention de manifester, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que le droit de manifestation est respecté? Le droit de manifestation est faiblement respecté. Pour le comprendre, nous n'allons pas simplement nous en tenir aux faits, ni même aux tests. Il est important de comprendre le contexte et parfois même le sous-test, comme on le dit.
Et pour cela, nous faisons appel à l'exposé des motifs présenté par Boukwesi, le ministre Boukwesi, lorsque il introduisait la révision de la loi sur les manifestations pacifiques. Et aussi le rapport du député de la commission, du député Chalim, hein, c'est Chakoza Chalim. Et donc c'est sa commission qui avait travaillé sur cette loi. Et lorsque nous voyons le rapport de la commission et l'exposé des motifs du ministre Boukwesi, on a l'impression qu'on rapporte le champ de manifestation et de réunion pacifique aux risques ou aux menaces de terrorisme et de l'extrémisme violent. C'est-à-dire que sur leur exposé et dans leur rapport, nous avons remarqué que le terme terrorisme, extrémisme violent, radicalité sont revenus à plusieurs reprises. Comme si on considère d'emblée les organisateurs ou les promoteurs des manifestations pacifiques ou des réunions publiques au Togo comme étant des potentiels terroristes, ce qui est complètement erroné. Nous n'étions pas dans l'hémicycle pour pouvoir remettre en cause, et cette tribune permet très bien de le faire. Disons que le Togo fait face à des menaces terroristes, djihadistes, et nous comprenons très bien que la motivation de ces djihadistes, ce n'est pas de faire la politique. Ce n'est pas pour venir prendre le pouvoir. Oui, ce n'est pas pour compétir. Vous permettez de vous interrompre. Je rappelle que nous sommes dans le débat de Nana FM et nous parlons de l'exercice du droit de réunion et de manifestation au Togo. Nous allons marquer une courte pause et juste après, chers auditeurs et auditrices, nous serons donc suspendus à vos lèvres au travers du 91 09 71 71, le 96 61 58 58. À tout de suite. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous revenons sur le cadre légal d'exercice du droit de manifestation au Togo. Je suis avec Paul Amegapo aujourd'hui. Maintenant, l'antenne est à vous pour vous exprimer, pour exprimer vos préoccupations à notre invité. 91 09 71 71, 96 61 58 58. Nana FM, allô, nous prenons le premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Pélé, bienvenue dans le débat. Ok. Je salue notre invité. Bon, le thème, c'est, vous parlez de droit de manifestation. C'est pour demander si ça est Vous demandez. Oui, la question? Oui, les droits de manifestation, quoi. Vous demandez si ça existe? Oui. Bon, vu, j'ai écouté le développement de notre invité, l'explication. Vu ce qui s'est passé hier, le dimanche, le 29 septembre 2024, c'est arrivé dans l'histoire du Togo. Et je pense que quelqu'un a dit que c'est son histoire. Ce qui s'est passé dimanche passé va confirmer au peuple togolais que nous sommes à la veille du 5 octobre 1990. Oui. Ça confirme que nous sommes à la veille du 5 octobre 1990. C'est-à-dire, on l'a dit, un grand homme dans ce pays, que le Togo va reculer sans temps la vie. Bon, et donc la marche va à reculons. Ah oui, oui, parce qu'on ne croyait pas jusqu'à ce niveau, ce qui s'est passé le dimanche là, on ne croyait pas jusqu'à ce niveau. Mais si on est arrivé jusqu'à ce niveau, la première question que je voudrais poser, je sais que c'est pas si notre invité que aussi le fait du développement. Qu'est-ce que ces gens-là revendiquent? Ceux qui sont arrivés et les gens qui l'ont envoyé, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Alors, vous parlez des agresseurs alors? Oui, les agresseurs. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Et les commanditaires, qu'est-ce qu'ils revendiquent? Et l'autorité veut quoi? Nos autorités veulent quoi? La deuxième préoccupation, hier, je pense qu'il y a de la séance de l'Assemblée nationale à Kara, délocalisé à Kara. Bravo. Et la question posée, il doit avoir la présence de Mme Adjamandou. Est-ce que Mme Adjamandou est la députée?
de la BNP. Elle était là à Cara. Donc, l'Assemblée nationale n'a même pas préoccupé de ce qui s'est passé le dimanche. La question posée ici, est-ce que ceux qui sont là-bas, les 100, disons les 113 députés, il y avait seulement 100 et 111, est-ce qu'ils sont des élus du peuple? Si on a battu une élue du peuple et qui devait être hier à l'Assemblée qui n'était pas, et l'Assemblée congolaise, dont le président de l'Assemblée se réjouit qu'il est content de l'Assemblée de localiser, mais non même pas merci de ce qui s'est passé le dimanche. D'accord. Donc, je pense que nous avons bien retenu votre question. Pélé, merci de votre intervention. Bonne journée à vous. Avons-nous notre auditeur, Nana FM. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour Max, bienvenue dans le débat. Merci. Bonjour à votre invité. Si je ne me trompe, le 23 septembre, votre invité était dans vos studios. C'était pas lui. Ah, c'était pas lui. Non. Ah, ok, d'accord. Monsieur, le thème se ressemble un peu. C'est pour plus de pédagogie, c'est pour comprendre le cadre légal que nous revenons sur la question des manifestations. Ok. Mais je vais réitérer la question que j'avais posée à l'autre pour dire que quand une manifestation est interdite et que l'interdiction est notifiée que moins de 48 heures avant, est-ce que la manifestation doit prendre en compte cette interdiction? Bon, je vais venir maintenant au thème du jour. Et votre liberté, je commence comme ça, s'il vous plaît. Votre liberté s'arrête quand celle de votre concitoyen commence. Est-ce que quand la sécurité d'un pays n'est pas menacée, est-il normal de restreindre les libertés des citoyens parce que la personne en charge de son application n'est pas du même avis que vous? Parce que c'est ce que moi je constate. Oui, Max, reformulez-moi la question, s'il vous plaît, reprécisez la question, s'il vous plaît. Ok, je dis, oui. Est-ce que quand la sécurité d'un État n'est pas menacée, est-ce qu'il est normal de restreindre les libertés des concitoyens parce que la personne qui est en charge de l'application de ces lois n'est pas du même avis que vous? Je dis bien que c'est ce que moi je constate au Togo. Parce que il y a des lois qui sont éditées, mais souvent ceux qui éditent les lois pensent que les lois qu'elles éditent sont pour les autres concitoyens de rang inférieur. Eux, ils ne sont pas concernés. Qu'est-ce qu'en pense votre invité? D'accord. Merci, bonne journée. Merci, Max, bonne journée à vous aussi. Nous avons notre auditeur, Nana FM. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame, ici. C'est ici. Voilà. C'est monsieur Amegapo de l'Afro-Baromètre qui vient nous parler. C'est monsieur Amegapo de l'Institut Tamberma pour la gouvernance. Il est juriste. Il est de la société civile. Il n'est pas de l'Afro-Baromètre, madame ici. Oui. Vous apportez une information qui n'est pas vraie, une information erronée, madame ici. Qu'il a été Afro-Baromètre. Non, nous sommes obligés de vous interrompre, de vous couper, madame ici. Désolé. Merci beaucoup. Nous avons notre auditeur, Nana FM. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Gallo, bienvenue dans le débat. Bonjour, notre invité. Bon, moi je voulais me poser une question sur ce qui s'est passé le dimanche avec les députés sénégalais. Bon, est-ce que l'invité peut m'expliquer si le Togo a créé la CEDEAO et le même Togo veut casser la CEDEAO? C'est ce que moi j'ai l'impression. Merci, bonne journée. Merci Gado, bonne journée à vous aussi. Alors nous allons prendre le temps de poursuivre. Bon, nous prenons le dernier auditeur pour avoir du temps pour répondre aux questions. Nana FM, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Noble, comment allez-vous? C'est Émile. Ah, ok. C'est monsieur? C'est monsieur Maté. Monsieur Maté. Oui, depuis Zandera. Bienvenue dans le débat. Oui.
nous sommes tellement soucieux dans ce pays que au jour le jour, la manière dont la gouvernance nous s'exerce au Togo, ça nous inquiète. Et eu égard au discours que le chef de l'État prononce dans les grands sommets, que ce soit ici lors de la session de l'ONU et tout, c'est comme bon, le Togo est parti sur le maçon depuis le haut sommet, parce que c'est trop contradictoire. C'est tellement contradictoire. On se demande, mais si ils sont conscients quand même de la manière dont les choses évoluent dans ce pays. Donc, nous regrettons d'être Togolais aujourd'hui parce que trop, c'est trop. Et les lois sont faites pour la majorité qui sont brimées et les autorités, même au plus haut sommet, mentent comme ils respirent. Et donc, pour vous, les lois sur la manifestation ne sont pas respectées? Non, pas du tout. Vous avez écouté Mme Kouida la fois passée, porte-parole du gouvernement, qui dit que c'est comme les organisateurs qui se sont entre eux. Non, vraiment, laissez désirer s'il vous plaît, mon frère. Et vous, journalistes, qu'est-ce que vous avez dans la politique togolaise? Ils n'ont qu'à garder leur fauteuil présidentiel. Le temps de Dieu va arriver un jour. Vous voyez, lorsque un pays évolue de cette manière, Dieu au ciel, il voit tout, et un jour viendra, ça serait comme Mérès, ça serait comme Israël qui est en train de quitter l'Égypte. Merci et bonne émission. Merci à vous. Et donc, c'est le dernier auditeur que nous avons reçu. Paul Avegapo, nous allons poursuivre votre développement avant l'intervention des auditeurs. Il était question d'analyser un peu les réponses du gouvernement, que le gouvernement apporte aux organisateurs qui lui notifient leur intention de manifester. Oui, disons que c'est bien encadré. On a dit qu'il faut 5 jours au moins pour les manifestations ou réunions publiques pour saisir l'autorité, notamment le ministre de l'administration du territoire, si c'est à Lomé, les gouverneurs ou les préfets, à l'effet d'avoir l'encadrement et la sécurisation qu'il faut pour ces réunions. Et donc, ce que nous avons remarqué, c'est que la loi donne 72 heures aux autorités de pouvoir notifier en cas de besoin. Lorsqu'il y aura une restriction, une demande de report ou de suspension ou d'annulation de cette manifestation, que l'autorité notifie aux organisateurs 72 heures après avoir reçu la déclaration. Et les organisateurs peuvent saisir en même temps le juge administratif qui doit en fait réagir d'urgence et donner suite à cette saisine. Seulement, ces délais, j'ai l'impression que ce n'est pas souvent remarqué, et ce n'est pas souvent observé, respecté. Et donc, au-delà de cet encadrement en termes de délai, il est également prévu qu'il y ait de dialogue entre les organisateurs et les autorités. C'est important d'avoir ce dialogue. Comme nous le disons, les libertés de manifestation et de réunion sont des libertés consacrées, reconnues. Et donc, leurs restrictions ne devraient pas se faire à la seule volonté des autorités, sans que les motifs, qui sont également limités. Il y a essentiellement 4 catégories de motifs: l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique et la moralité publique. Et donc, les motifs des autorités qui voudraient restreindre ces libertés devraient tirer leur substance de ces 4 catégories de motifs que je viens de signaler. Et donc, c'est important que l'ensemble des acteurs, des protagonistes, les organisateurs des manifestations et aussi les autorités comprennent que la liberté doit être au cœur des interventions des uns et des autres, et que la protection de ces manifestations par les autorités publiques doit être leur devoir. Et donc, c'est dans ce sens que nous pourrons avoir une bonne collaboration. Parce que généralement, les manifestations, ce sont des moyens de pression. Ce sont des moyens de récrimination que la loi donne à ceux qui ne gèrent pas les affaires publiques, de pouvoir demander des comptes, de demander que les politiques et actions publiques changent, soient réformées, ou que l'autorité revienne sur certaines décisions. Et donc, si on ne permet pas
aux citoyens de pouvoir jouir de ces libertés, quel serait donc le contre-pouvoir? Et donc nous allons poursuivre en répondant aux préoccupations des auditeurs. Je crois que vous avez en partie répondu à la question de Max qui revient sur l'interdiction. Si l'interdiction est notifiée aux organisateurs à moins de 48 heures de l'événement, est-ce que ces organisateurs devront respecter ou pas? Moi, le conseil que je vais donner, c'est que les organisateurs prennent le temps d'introduire leur déclaration, donc à titre d'information, aux autorités bien avant. On a dit au moins 5 jours, il faut le faire peut-être 2 semaines avant. Comme ça, l'autorité est contrainte dans un délai de 72 heures de donner une suite, ce qui permet également aux organisateurs de saisir les autorités judiciaires pour que nous ayons de jurisprudence qui sous-tendent l'évolution de jouissance de ces libertés. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'il y a le diktat du temps qui fait que les différents niveaux de recours offerts aux organisateurs ne sont pas amplement saisis. Alors, Max voudrait également savoir, dans un pays où la sécurité n'est pas menacée, est-ce qu'il est normal de restreindre les libertés? C'est pour ça que je disais qu'il faut remettre en cause l'exposé des motifs et également le cadre du rapport de la commission des lois qui avait travaillé sur les réformes, où nous avons l'impression que le terrorisme, l'extrémisme violent, certes, le Togo en fait face, mais on a l'impression que les groupes organisés au niveau du Togo, comme les partis politiques et les associations, sont confondus par les autorités aux groupes terroristes, aux groupes djihadistes ou aux groupes radicaux. C'est important de faire cette distinction dans les esprits, parce que la loi, c'est à la fois la lettre, mais aussi l'esprit. Et c'est important de comprendre l'esprit. Le débat doit être porté sur l'esprit pour comprendre que les partis politiques et les organisations de la société civile, telles que reconnues par la Constitution et les différentes lois, sont des acteurs de développement, sont des acteurs qui promeuvent la stabilité et la sécurité du pays. Ils concourent aux côtés des autorités publiques au mieux-être et au mieux-vivre et au vivre ensemble au Togo. Et donc les confondre aux groupes djihadistes et à ces menaces va biaiser la collaboration nécessaire qui devrait exister entre ces entités et les autorités publiques. Alors, je voudrais qu'on revienne plus amplement sur les recours en cas d'interdiction de manifestation. Lorsque les organisateurs voient leur manifestation interdite, ils ne vont pas quand même tout de même rester les bras croisés. Non, qu'est-ce qu'ils doivent faire comme démarche? Oui, ils doivent faire des recours juridictionnels, comme nous l'avons dit, mais il faut également rappeler ici qu'il y a la Commission nationale des droits de l'homme. Entre-temps, il y avait le médiateur de la République, je pense qu'il est devenu aujourd'hui le représentant du citoyen dans la nouvelle Constitution. Donc ce sont des entités qui pourraient être saisies et qui peuvent, dans une approche gracieuse, faire en sorte que ces libertés soient protégées et ces libertés soient jouies convenablement par les citoyens. Et donc, au-delà du recours juridictionnel et peut-être du recours administratif vis-à-vis des autorités administratives, à travers un cadre de dialogue, lorsqu'ils ne trouvent pas satisfaction, il est important de se tourner vers des institutions républicaines comme la Commission nationale des droits de l'homme, qui devrait normalement se saisir de cette question et produire des rapports circonstanciés qui devraient normalement faire bouger les lignes. Alors, et pour les manifestants eux-mêmes, il faut dire que lorsqu'une manifestation, une réunion publique pacifique est refusée, il y a d'autres voies de recours et d'action. Il y a par exemple la désobéissance civile, il y a la journée ville morte que vous pouvez organiser, il y a la grève, il y a d'autres formes qui sont différentes normalement des manifestations et des réunions publiques qui sont reconnues également par la loi et qui permettent toujours de faire la pression sur les autorités publiques pour améliorer les politiques et actions publiques. D'accord. Au Togo, on entend dire que nous sommes dans un régime d'autorisation. On n'est pas dans un régime, nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation, nous sommes dans un régime d'information. En termes clairs, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes dans un régime d'information. La loi sur les libertés de réunion et de manifestation pacifique a clairement distingué les réunions privées,
les réunions manifestations privées et les réunions manifestations publiques, a consacré le principe d'information et de déclaration. La déclaration est différente de l'information parce qu'elle requiert des formalités, notamment le besoin d'indiquer les lieux de réunion, la date, les heures, et également de donner les contacts d'au moins 3 organisateurs. Et c'est ce qui requiert également les 5 jours au moins d'information aux autorités. Et donc c'est ce formalisme-là qui différencie le principe de déclaration au principe d'information. Mais le principe d'autorisation n'existe pas dans notre législation nationale. Il faut être clair là-dessus. Alors, pour finir... C'est une invention d'esprit. Voilà. Que suggérez-vous pour améliorer le cadre légal et protéger la liberté d'expression et le droit de manifestation au Togo en une minute? Oui, il faut d'abord adopter les tests d'application pour que les questions que nous nous posons autour de ces lois soient des questions qui soient réglées. Par exemple, on dit qu'aucune manifestation ne peut s'organiser avant 11 heures. Mais si la mobilisation, les gens accourent vers le lieu de réunion, ils peuvent commencer à courir vers 7 heures. Quelle est leur protection? Donc, il faut des tests d'application. Il faut également que la Commission nationale des droits de l'homme sorte des rapports réguliers pour aider les citoyens à pouvoir jouir de ces libertés-là. Il faudrait également créer un cadre de dialogue avec les autorités publiques. Je sais que c'est l'autorité civile qui gère la sécurité et l'organisation des manifestations publiques pacifiques au Togo. Malheureusement, au niveau des 2 ministères concernés au Togo, ministère de la Sécurité intérieure et également ministère de l'administration du territoire, ce sont des militaires. Et donc, ça fait qu'il y a une manière coercitive et martiale de gérer l'approche. Je pense qu'il est important de revenir au caractère civil et de créer un cadre de concertation et de dialogue avec les acteurs politiques, avec les acteurs civiques, les associations, pour que la jouissance de ces droits ne souffre d'aucune restriction. Et voilà, nous sommes rattrapés par le temps. Merci à vous, Paul Abegakpo. Vous êtes juriste et président de l'Institut Tamberman pour la gouvernance. Merci d'être venu nous entretenir sur le cadre légal, le cadre d'exercice du droit de manifestation au Togo. Le débat de Nana FM se referme ici. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Stan Teko qui a assuré la mise en onde. Je suis Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio. C'est moi qui vous remercie.